Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, donc du jeudi 17 novembre, je crois, si je compte bien. Oui, on va dire que 17. C'est ça. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. Et en présence du DAF et des cheveux qui repoussent. Lentement. Ouais. Difficilement, mais quand même. Je me suis pas fait féliciter. D'où la source de mon hilarité. Mais tu sais que dans les commentaires de cette semaine, puisque je viens de poster la vidéo avec Léonard, il y a des gens qui trouvent que ça te va très bien. Sache-le. C'est l'ancien côté militaire, ils aimaient les tendus, voilà. Là. Donc, bon, il y en a d'autres qui émettent le doute que c'est quand même dommage d'être rasé alors que tu fais partie de la résistance. Mais pour les autres, ils trouvent que ça ne va pas si mal. Bon. Voilà. Alors, écoute, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite émission de questions en avance parce qu'il y avait pas mal d'actualités et que les gens me demandent. Donc, je m'y soumets. Et parmi ces actualités, une qui a pas mal défrayé la chronique cette semaine, est celle du FTX, donc du problème sur cette crypto qui était donc une parmi les différentes sortes de crypto hashtag Bitcoin. Alors, tu avais eu, rappelons dans le temps que ta position sur les crypto-monnaies, les bitcoins, était assez sur le revers de la main, mais en même temps, en fait, il y a deux choses dans la crypto. Il y a l'aspect spéculatif et il y a l'aspect contournement de la monnaie étatique. Et en bonne vieille anard de droite que tu es, voilà. Tu aimes beaucoup l'idée qu'on puisse contourner la mainmise de l'État, surtout quand il fait des conneries. Voilà. Et donc, c'est une question intéressante parce que ce que j'ai dit sur les cryptos, je crois l'avoir dit ici d'ailleurs, c'est que, en particulier le Bitcoin, c'était pas une monnaie, mais c'était pas inutile. C'est un truc qui est un peu difficile à défendre. Et de l'autre côté, je me suis pour ainsi dire jamais intéressé à tout cette espèce de foisonnement de trucs qui correspondaient à rien. Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire économique, chaque fois qu'il y a une nouvelle invention ou un nouveau bull market, quand les gens perdent le sens commun, quoi, ce qui se passe, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a des escrocs qui arrivent oui. Et qui vous montrent des coups absolument extraordinaires et dans lequel le gogo tombe. Et l'une des plus vieilles bulles, ça a été celle des Indes en Angleterre. Et il y avait un type qui avait publié un prospectus en disant que le projet était tellement secret qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qu'il avait besoin d'argent. Et donc, il y avait des tas de gens qui lui avaient donné du pognon et il était parti avec. C'est un peu, j'ai un héritage au Nigeria et étant moi-même prince. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc, il y a toujours ce côté-là. Et on retrouve donc, dans tous les bull markets, il y a ce qu'on appelle la période où on remplace les dealers par les avocats. Tu vois, c'est donc, comme ça fait un an et demi que la Banque centrale aux États-Unis resserre, il y a toute une série de trucs qui reposaient que sur du vent, qui sont en train d'exploser. Donc maintenant, on est en train de remplacer les gars par les avocats. Mais celle-là est particulièrement intéressante pour deux raisons. D'abord, il semble qu'il y ait des relations très fortes entre cette escroquerie et le Parti démocrate. C'est-à-dire que le détenteur, le créateur de FTX, dont j'oublie toujours le nom, qui est un nom compliqué, enfin c'est Fried, something, Burnham Fried, un nom comme ça, enfin whatever, a lui-même fait des dons absolument colossaux, légaux, au Parti démocrate. Qui, du coup, s'est donné beaucoup de mal pour que les autorités de contrôle n'aillent pas voir ce qu'il faisait. D'ailleurs, je crois qu'il y a des liens familiaux aussi. Oui, donc... La première des choses, c'est que là, il semble bien qu'il y a un angle politique. Bon, on verra. J'ai pas une confiance énorme dans la justice américaine quand il s'agit de juger les démocrates, mais j'ai une confiance absolument en fer forgée quand il s'agit de juger les républicains. Là, ils sont à fond sur le dossier, mais les démocrates, il semble qu'il y ait beaucoup moins d'intérêt. On verra ce que fait la SEC. On verra ce que fait la SEC, etc. Bon, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans toutes ces espèces de grandes escroqueries, vous avez des noms énormes qui se font choper. C'est-à-dire des gens dont on pourrait penser qu'ils savent mieux. Je sais pas, là, il y a des très grandes maisons
venture capital, vous savez, donc de capital risque, qui se sont fait choper, qui ont mis du fric, mais pas un peu, qui ont mis $1 milliard, qui ont mis... Je crois qu'il y a la star de football américaine, Tom Brady. Tom Brady, qui avait mis du fric, mais encore lui, c'est pas son métier. Mais quand on voit les gens de Tiger, par exemple, qui était une série de fonds aux États-Unis, bon, ben, ils ont mis plein de fric pour prendre une participation capitale d'un truc qui était une escroquerie pure et simple. Qui était une Ponzi. Non, ce qu'il faisait, c'était simple et tout d'exécution. Il disait, alors moi, vous allez me mettre de l'argent dans ma société, du cash, là, et puis je vais vous donner un token, oui. Et ce token prendra plus de valeur que l'argent que vous avez mis, parce que c'est crypto. Bon, crypto, my foot, c'était rien du tout. Et donc, il avait fait une deuxième société qui était une société d'investissement. Dès qu'il avait touché le pognon ici, il le prêtait à la société d'investissement, qui achetait des tas de saloperies qui ont toutes fait faillite, quand même. Mm-hmm. Donc, c'était littéralement, encore une fois, justement, un Ponzi, c'est-à-dire que... mais que des gens aient mis $1 milliard sans faire un audit de la société, etc., mais c'est absolument inouï, quoi. C'est un truc, mais presque enfantin, tellement c'était visible. Donc... Pour moi, donc, bon, c'est une escroquerie que, bon, le type va sans doute, mais il était en fuite aux Bahamas, mais apparemment, il s'est fait arrêter là-bas, on va voir ce qui lui arrive. Mais la réalité, c'est que j'ai toujours dit que dans les cryptos, il n'y avait qu'un seul truc qui me paraissait potentiellement intéressant, c'est le Bitcoin. Oui. Donc, j'ai toujours dit le Bitcoin, on en a discuté ici, ça a cette capacité de pouvoir transférer de l'argent sans passer par le système bancaire, sans que personne soit au courant. Ça doit valoir quelque chose, c'est-à-dire, bon, en même temps, c'est plus lent que le système bancaire, mais donc le Bitcoin, ça me paraît un truc à part, mais quand il y a quelque chose qui se passe, le Bitcoin, c'est lourd, il y a un système, il y a des procédures, c'est difficile de le coincer, de faire des fraudes, donc je pense, pour l'instant, à ma connaissance, il y a pas eu de fraude dans le Bitcoin, parce que c'est très difficile. Mais dans tous les machins autour, il y en a eu, et ils continueront à en avoir. Et plus l'argent deviendra rare et cher, plus ces machins-là vont sauter comme des bouchons, quoi. En fait, ça va laisser la monnaie, enfin la monnaie, l'instrument d'échange, parce que ce ne sont pas des monnaies, le plus robuste, voilà. Et que très souvent, quand il y a une invention, les gens inventent mettent des trucs qui disent, regardez, quand Tesla a commencé à sortir, il y a toute une série de gars qui ont dit, moi aussi, je vais faire des camions électriques, etc. Puis ça n'a pas marché non plus. Donc il y a l'idée de, je vais monter sur le bon bourrin, et les gens seront assez bêtes pour me faire ma fortune, comme ça, j'aurai pas trop à me fatiguer. Bon, voilà, donc c'est un classicisme absolument extraordinaire. Ça a été décrit par tous les gens qui ont écrit sur les marchés financiers depuis toujours. C'est ce qu'on appelle c'est le temps du bezelment. Vous savez, l'embezzlement, c'est l'escroquerie. Et là, on est dans le temps du bezelment, c'est-à-dire où l'embezzlement explose. Voilà, il va y en avoir d'autres. Hein. Pas de souci, il va y en avoir d'autres. Ça, c'est pas. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que la nature humaine ne change pas, quoi. Non, malheureusement. Oh, je suis pas sûr. Moi, je trouve que ça me fait rigoler. Enfin, c'est toujours pareil, quand on voit arriver les carrosses du prince de Conti pour... qui on peut pas rouler tellement ils sont pleins d'or, à ce moment-là, il vaut mieux sortir. Il vaut mieux sortir assez vite. Alors, dans la série, justement, les choses qu'on ne comprend pas et qui jouent quand même sur les marchés, certains me demandent pourquoi l'euro remonte face au dollar US. Alors, pourquoi l'euro remonte par rapport au dollar US, d'abord, il était bon. Le dollar US était monté contre tout. Donc l'euro remonte, mais par exemple l'or remonte aussi. Oui. Le yen est beaucoup remonté. Donc, comme toujours, j'imagine qu'il y avait des gens qui avaient des positions spéculatives sur le dollar parce qu'ils ne pouvaient pas baisser, et donc ils sont en train de sortir. Donc il y a une baisse ou une hausse ne se passe jamais de façon complètement linéaire. Et ça monte, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça fait comme ça. Voilà. Donc l'euro est dans une espèce de baisse structurelle, et tu regardes le graphique, de temps en temps il est là, puis de temps en temps il est là, puis il remonte là, mais souvent le plus haut est plus bas que le plus haut précédent.
Qui t'indique qu'on est en train de baisser structurellement. Alors, est-ce que c'est l'euro qui est monté ou le dollar qui était monté trop? Le dollar qui était monté trop, qui a rebaissé un peu contre tout le monde. Qui a rebaissé. Un peu contre tout le monde, parce qu'on commence à dire que l'inflation a atteint son plus haut aux États-Unis, donc la Banque centrale va cesser de serrer, donc les attentes, en quelque sorte, d'un resserrement de la Banque centrale sont en train de baisser. Ils avaient fait beaucoup avant les midterms. Ils avaient fait beaucoup avant les midterms, et puis, mais maintenant, on va voir. Mais je crois pas que ce soit pour ça. Les marchés sont ainsi faits que ils peuvent s'intéresser qu'à une chose à la fois. Écoute, c'est déjà pas mal. Moi, c'est la vieille bague de Franklin Roosevelt, c'est-à-dire marcher, manger deux chewing-gum à la fois. Oui, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. Donc ils sont monomaniaques, les marchés. Il y a un truc. Donc là, au début, depuis un an et demi, c'est l'inflation qui est devenu le truc qui était complètement inattendu. En tout cas par Madame Lagarde. Nous sommes retournés. Tout à coup, voilà l'inflation. L'inflation qui sortait de la mer, le monstre. Madame Lagarde. Bon, donc l'inflation était complètement inattendue. Donc le marché ne s'intéresse qu'à l'inflation. Oui. Donc la Banque centrale a monté les taux, ce qui va faire ralentir l'économie. Et je peux te dire que dans un an, la seule chose qui intéressera les marchés, ce sera probablement le coût de l'argent pour les sociétés du secteur privé. C'est-à-dire, parce que là, on va se rendre compte que les taux d'intérêt sont montés et que les taux d'intérêt sont au-dessus de la rentabilité du capital du secteur privé et que c'est ça qui va déclencher la récession. Donc, dans un an, d'ici, à mon avis, 6 mois, plus personne parle de l'inflation. Et ils vont se rendre compte d'un seul coup que ce qui compte, c'est le coût de l'argent. Alors, ils vont passer à une autre monomanie. Alors, oui et non, parce que je viens de voir un graphique hier qui reprenait la hausse, l'inflation dans l'alimentaire, et certains produits, on a des hausses pour le particulier en tout cas, de 38%, 12... Oui, c'est monstrueux. Voilà, 12-13%. J'ai toujours dit que l'alimentaire, l'énergie... Et le loyer, c'était les trois trucs qui étaient le pire. Quoi. Et le MEDEF, s'étant visiblement réveillé d'un long coma esthétique, nous a dit hier que, attention, comme le coût de l'énergie augmentait, ça allait avoir un impact sur les entreprises. Incroyable, qui l'eût cru. Et que donc certaines entreprises n'allaient plus pouvoir produire parce que... Les fabricants d'aluminium, les fabricants de ciment, les fabricants d'acier, tout ça, le coût de l'énergie est tel que ils peuvent plus. Voilà, je crois que la société qui avait des problèmes en question était Durex, donc les fabricants de condoms, et qui ne pouvaient plus produire parce que, encore une fois, ça va amener à une explosion de la natalité, c'est merveilleux. Voilà, c'est ça. Enfin, une bonne nouvelle. Oui, voilà. Ouais. Écoute... Mais maintenant, pour revenir à l'inflation, et tu dis quelque chose qui est intéressant, c'est que, mettons que le prix de l'énergie monte beaucoup, donc ça va avoir un impact sur l'indice des prix. Simplement, le côté... Et le coût de l'énergie va monter de 25%, 50%, 100%. Donc ça a un impact sur l'indice général. Si ça fait 8%, ça va faire... Ou 10%, ça va faire 1% qui viendra de l'énergie. Mais ce dont on se rend compte sur les travaux qu'on fait ici, c'est qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, cette hausse de l'énergie diffuse. C'est-à-dire que le gars pour lequel l'énergie représente 15-20%, il va augmenter ses prix pour essayer de maintenir sa marge et de ne pas faire faillite, quoi. Et donc, ce qui est très grave dans l'inflation, c'est quand cette inflation de deuxième ordre, en quelque sorte, commence à se diffuser partout, parce que c'est là que c'est difficile à arrêter. Et je crois qu'on est donc dans cette deuxième phase, c'est-à-dire qu'on va peut-être retomber à une inflation. Aux États-Unis, on était à 8, on va peut-être aller à 5,5 ou à 6, mais je crois qu'on aura beaucoup de mal à baisser en dessous de 5,5 ou 6. Oui. Ça va être ça la vraie question, parce que il y aura tous ces trucs. Une fois qu'elle sera diffusée. Une fois qu'elle diffuse, et à ce moment-là, si tu veux, s'il y a... je sais pas, il doit y avoir 24 millions de prix en France ou un truc comme ça à l'instant T. Tu te rends compte, avant que tout ça soit... ça va passer de là à là, puis ça va revenir vers là. Ça va... si les salariés demandent une augmentation parce qu'ils doivent payer leur chauffage, pouf, il va falloir augmenter ça aussi à cause du chauffage. Enfin, voilà, donc c'est un phénomène compliqué, l'inflation, hein. C'est ce que disait ce brave Karl Ottopel. Il disait, vous savez, laisser partir l'inflation, c'est comme d'essayer de remettre après le dentifrice dans le tube, quoi. Une fois que c'est sorti... il vaut mieux se brosser les dents beaucoup. Hein. Alors du coup, certains demandent s'il vaut mieux rembourser... Aujourd'hui, si tu disposes d'un capital, imaginons, tu touches, je sais pas, un capital par héritage, est-ce qu'il vaut mieux rembourser tes emprunts par anticipation ou garder ton épargne ?
Bon, non, le problème, c'est que comme la dette va baisser de valeur à cause de l'inflation, c'est même pour ça qu'ils l'ont créé, c'est pour essayer de ne pas rembourser leur dette à sa vraie valeur. Le problème, c'est que si tu as un actif de l'autre côté, il faut l'investir bien pour pas que l'actif se fasse détruire par l'inflation. Ouais. Un actif, tu veux dire une somme d'argent? Une somme d'argent ou un kilo d'or ou j'en sais rien. Ouais, parce que bon, tu as de l'immobilier. Tu as l'immobilier, mais l'immobilier, si les taux d'intérêt montent, par exemple, quand il y avait une grande hausse des taux d'intérêt, quand M. Trichet avait maintenu le franc en taux constant avec le Deutschmark, bon, ben, le Crédit Lyonnais a fait faillite et l'immobilier a baissé de 30 ou 40%. Quoi. Ça a été, donc, l'immobilier baisse aussi, même en période d'inflation, si les taux d'intérêt sont suffisamment hauts. Donc, ce qui devient vraiment difficile, c'est pour ça que j'ai toujours recommandé d'aller se coller dans des endroits où il y avait moins d'inflation et d'attendre tranquillement parce que, à cause de cet effet de diffusion, ça devient très difficile d'investir ton capital. T'es pas sûr que, dans le fond, la dette va pas te plomber quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'aurais tendance à pas rembourser mon capital, mais il faut faire très attention. Il faut vraiment faire attention à la façon dont tu vas l'investir. Si tu te mets, par exemple, en cash de l'autre côté, tu vas perdre 7 ou 8% par an d'inflation. Donc autant rembourser. Autant rembourser, à ce moment-là, c'est... Alors, certaines personnes, je vais revenir du coup à la première question, parce que si tu l'investis, ne comprennent pas bien quand tu expliques l'histoire de comment balancer son portefeuille. Oui. Alors, attends, il faut que je retrouve la question. Voilà, alors. Bonjour Charles. Vous nous parlez souvent des actions à garder et à vendre dans un portefeuille. Oui. Étant novice dans la discipline, j'écoute avec beaucoup d'attention ces conseils. Cependant, un conflit s'oppose à certaines déclarations de Charles qui nous expliquent que les entreprises qui ne fonctionnent pas, donc qui baissent, doivent être vendues, et celles qui sont en bonne santé, donc qui montent, doivent être gardées. Oui. Premier conseil, plus logique. Ensuite, tous les 2-3 mois, on rééquilibre en vendant et en achetant suivant ce qui monte. Oui, oui. On vend une partie pour équilibrer ce qui descend. Donc les fameux actifs avec une tendance à la baisse ne sont pas vendus, mais rachetés si je suis le deuxième conseil. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Voilà. Alors là, il y a première constatation. Si vous n'avez pas une espèce de stratégie dans votre portefeuille, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que si vous vendez ce qui monte et si vous gardez ce qui baisse, au bout de 10 ans, vous n'aurez plus que les saloperies. Parce que chaque fois qu'il y en a... Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est, en termes de stratégie de trading, en quelque sorte, il faut vendre ce qui baisse et garder ce qui monte. Parce que vous gérez un bilan, vous ne gérez pas un compte d'exploitation. Le fait que si tu vends tous les trucs qui montent, tu vas payer des impôts à l'État sur les plus-values, et tu auras plein de moins-values latentes que tu vendras. Donc la première des choses, c'est ça, c'est une règle de bon sens en quelque sorte. Ce que j'essaye de faire dans le portefeuille de l'IDL, là, c'est une autre idée. C'est, je me dis, je prends 10 ou 10, 12, 8, comme vous voulez, grandes sociétés françaises qui n'ont rien à voir avec l'État. Donc ces sociétés vont avoir une espèce de rentabilité moyenne sur le long terme en tant que groupe. De, mettons, 6 ou 7% par an, en termes réels, ce qui est très très bien. Et je me dis, dans le fond, à certains moments du cycle, les gens vont dire, celle-là, par exemple LVMH, elle est tellement bien gérée, elle est en Chine, etc., donc ils vont l'acheter très cher, mais probablement, sur le long terme, elle ne fera pas plus que le 6 ou 7% par an de toutes les autres. Oui. Et donc, si à ce moment-là, tu la vends et que tu peux acheter avec 2 fois plus de Danone, qui fait des yaourts, sur le long terme, tu feras plus que les 6%, parce qu'il y a cet effet de retour à la moyenne de la rentabilité moyenne. Et donc, tu te dis, je vais me faire un portefeuille, je ne cherche pas à capturer la rentabilité de chaque société, je cherche à capturer la rentabilité moyenne des sociétés françaises qui n'ont rien à voir avec l'État. Et comme ça, je les rééquilibre sans arrêt. Donc, je ne choisis pas les sociétés. J'ai un but, c'est de capturer la rentabilité moyenne de ces sociétés-là, qui est à peu près de 6% par an en termes réels. Et la meilleure façon de le faire, c'est dans le fond, quand il y en a une qui cartonne, parce que d'un seul coup, elle a attrapé l'imagination du public, vous la gardez. Mais vous vendez au fur et à mesure qu'elle monte, et puis ça vous permet d'en accumuler plus des autres. Donc, vous diversifiez votre portefeuille à partir de celles qui montent beaucoup.
Voilà, donc c'est une autre approche de la gestion, mais évidemment, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'ai dans ces 10 valeurs un canard boiteux qui va disparaître. Oui, parce qu'à ce moment-là, je vais finir, d'où la nécessité quand même de choisir des gens qui ont l'air d'être à peu près convenables, quoi. C'est pour ça que j'ai pris 10 grandes sociétés, parce que le taux de mortalité des sociétés en bourse, c'est considérable, hein. Il y en a beaucoup qui disparaissent. Donc, si je continue à mettre de l'argent dans une société qui disparaît, ben là, je me fais vraiment avoir, hein. Alors, Anthony te demande, que pensez-vous d'investir aussi sur des actions USA? Le portefeuille présenté est français. Cela m'étonne que M. Gave n'ait pas dans son portefeuille des actions monde. Mais ça, je l'ai fait pour ce portefeuille idéal. Je l'avais fait un petit peu, il y a à peu près 2-3 ans qui tourne. Je l'avais fait pour montrer aux gens qu'on pouvait investir dans la bourse de Paris comme si c'était une bourse internationale. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous n'avez pas vraiment besoin d'aller vous acheter des sociétés américaines, parce que si vous achetez Schneider, Air Liquide et LVMH, bah, vous avez le monde comme vous l'auriez avec... Par contre, ce que je n'ai pas dans ce portefeuille, c'est des sociétés que j'appelle schumpeteriennes. De création. De dislocation. Donc, ça fait des années que je dis que l'archétype, c'est Amazon, qui est une vraie nouvelle dislocation. C'est une nouvelle invention, ça. Bah, t'as vu qu'il licencie partout, là, hein? Il licencie partout, oui. Mais ça, c'est parce que, justement, les GAFA. Les GAFA sont en train de licencier. Donc, si je devais chercher aujourd'hui, comme ça, dans ma tête, où est-ce que je voudrais investir dans des sociétés de dislocation, c'est-à-dire de création destructrice, là, je crois qu'on est en train d'arriver à une espèce d'impasse dans tous nos systèmes de santé, qui sont en train de foutre en faillite les pays. Donc, il va y avoir des gens qui vont commencer à travailler de façon rationnelle, à la place de rajouter 30% d'administratif dans les hôpitaux. On pourrait peut-être mettre quelques programmes qui gèrent vraiment les hôpitaux. Donc, il va y avoir l'application à la santé d'un certain nombre de découvertes qui ont été faites ailleurs, et ça peut révolutionner la santé, c'est-à-dire faire baisser le coût de la santé. Pour l'instant, tout ce que j'observe dans la santé, c'est au contraire qu'on fait rentrer des postes intermédiaires qui sont là pour calculer comment on peut faire baisser le coût du coton hydrophile au centimètre, pour aller l'acheter plus loin, pour faire des repas de moins en moins qualitatifs et de moins en moins chers. Et donc, on diminue les coûts partout. Mais c'est pas ce qu'il y a de rationnel. Et tout en faisant ça, tout en intégrant des postes justement qui augmentent. Le service baisse. C'est ça. Je sais que par exemple en France, le personnel administratif dans les hôpitaux, c'est plutôt 35% des gens, 33-35%. Et en Allemagne, en Suisse, etc., c'est plutôt 25%. Donc si on pouvait trouver une façon informatique, en quelque sorte, de ne pas se servir de dire à ces 10% de gars, bon, bah, allez vous occuper là-bas, on pourrait faire... Donc, il me semble que l'endroit où notre système a vraiment besoin d'une rationalisation et qu'on coupe les liens, justement, entre l'État et ses systèmes de santé, parce que la santé, c'est devenu une énorme capitalisme de connivence. On sait très bien qu'il s'en met plein les fouilles. C'est Pfizer, Donc, c'est là, si jamais il y avait des gens qui commencent à s'attaquer sérieusement au problème, parce que je ne crois pas qu'on va gagner de l'argent maintenant dans l'Internet, dans Google, tout ça c'est fait. Je me dis, peut-être dans le domaine de la santé, il y a quelque chose à faire. Dans une rationalisation, enfin une optimisation des espaces, récemment, je sais que ça a été beaucoup décrié, mais personnellement, moi qui ai une véritable phobie des téléphones, je déteste appeler au téléphone, Doctolib m'a offert un vrai service. Oui. C'est-à-dire le fait de pouvoir réserver physiquement, surtout de ne pas rester 2 heures au téléphone avec une secrétaire. Alors, quand est-ce que vous avez un créneau de libre? 10h30, le mercredi 12. Ah non, c'est pas possible. J'ai quelque chose de jeudi 24, mais en après-midi. Ok, d'accord. Là, hop, je vois la plage du docteur, je vois moi par rapport à mon emploi du temps, si ça m'arrange le matin, le soir, et je passe pas 2 heures avec une fille au téléphone. Attendez, j'ai quelqu'un à la porte. Oui, madame, attendez, je vous imprime ça. Je suis à RTT. Non, et tu passes 2 heures sur un secrétariat. C'est une application qui est très pratique. Voilà. Alors, il y a eu des histoires parce que les gens disent... Et puis, en plus, tu peux voir physiquement en géographie et dans les prix. Dans les prix, oui. Ce que tu es prêt à mettre aussi. Oui. Donc ça, et encore une fois, ça permettrait
à la décision médicale de sortir de cette espèce de magma monstrueux de liaison entre l'État, les grandes sociétés pharmaceutiques, les gestions d'hôpitaux, les gestions d'EHPAD, etc., et de renvoyer la décision vers le petit gars, quoi, tu vois, qui lui, comme avec Doctolib, il choisit son docteur, il prend son rendez-vous, il n'a pas besoin de rentrer dans tout ce truc-là. Donc il me semble que là, mais je sais pas du tout, ça suppose d'avoir un très bon analyste financier qui connaisse très bien cet endroit et qui commence à chercher les sociétés qui pourraient... bon, ben voilà, c'est parce que je crois... Il y a déjà eu une révolution, par exemple, dans les taxis avec Uber. Ben, il faudrait faire une révolution un peu similaire pour les hôpitaux, quoi. Oui. Alors, d'aucuns te diront que ça sera une ubérisation du monde médical et que c'est très, très grave. On peut voir ça comme un meilleur fonctionnement, une optimisation pour l'instant d'un système qui, de toute façon, sinon, va vers une défaillance. Va vers une défaillance. Mais en plus, bon, j'ai eu quelques petits problèmes de santé depuis 1 an ou 2, parce qu'on n'arrive pas à mon âge sans en avoir, mais ce que j'ai vu, c'est que les médecins classiques ne viennent plus voir les malades. Bah, ils n'ont plus tellement le temps. Ils n'ont plus le temps, puis en plus, c'est plus la même médecine. Mais non, mais attends, je prends ma médecin chez qui je t'ai envoyé, Andro. La consultation est à 35. Oui. Elle ne peut pas aller se balader à 35. Comment ? Alors, elle le fait pour des personnes très âgées parce qu'elle a du cœur, mais ça lui prend 45 minutes, et encore si c'est pas trop loin. Oui. Il faut qu'elle ferme le cabinet, qu'elle y aille, qu'elle revienne avec le stéthoscope. Elle peut pas. Par contre, ce qu'on a vu, c'est se développer toute une série de médecins avec les médecins qui arrivent en voiture, là, tu les appelles, ils viennent à la maison. Oui, et donc il y a une catégorie de médecins qui n'ont plus donc de clientèle, mais qui arrivent dès que tu as besoin d'un médecin. Alors de temps en temps, tu en as un qui est bizarre, mais de temps en temps, tu en as des très bien qui font ça parce qu'ils ont des dettes de poker. C'est vrai. Et puis moi, ça m'est arrivé d'en avoir des super bizarres. Hein. Oui. J'en ai eu des très très bien aussi, et c'est complètement aléatoire. Hein. Tu peux pas demander. C'est complètement aléatoire, donc moi j'en ai vu un qui était un type qui avait fait 25 trucs dans sa vie, qui était allé en Afrique noire, puis qui était allé en Océanie, qui s'était baladé, enfin qui était un peu un aventurier, mais qui était un très très bon médecin, donc il m'a soigné, c'était parfait, j'étais très content. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, on retrouve par l'intermédiaire de SOS Médecins la réapparition de l'individu, qui est plus enfermé dans un cadre, et tu le fais, et il vient, il te reçoit, bon ben... Et parfois, il revient 2 ou 3 fois de suite quand il a un truc, quand un truc important. Donc, il me semble que au départ, toutes ces tentatives de mettre des grands groupes qui s'occupent des hôpitaux, etc., ça éloigne le patient de son médecin, mais si on réussit à le ramener par l'intermédiaire dans un monde idéal, réintroduire l'humain, c'est ce dont on a besoin. Et puis réintroduire quelque part aussi la connaissance sur le long terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas des produits, donc c'est quand même agréable de rester aussi en contact avec la même personne toujours. Donc tu peux avoir ton médecin qui te soigne comme ça, et puis quand tu as un sale coup, t'appelles le SOS médecin et le type il vient tout de suite, quoi. Oui. Et voilà, donc il me semble, mais tout ça, ça veut dire une organisation différente de la société, et il y a beaucoup de structures qui existent aujourd'hui qui empêchent cette organisation différente. Donc, pour que ça change, encore une fois, c'est la création des structures. Il faut qu'on détruise ces structures pour pouvoir refaire des structures qui seront à taille humaine. Et ça c'est ce qu'on appelle le localisme, c'est un peu ça. Le problème que je vois avec ça, c'est que, comme tu dis, dans un monde normal, ça se ferait automatiquement, cette destruction, pour reconstruire derrière quelque chose de plus adapté. Mais le problème, c'est que là, comme on est dans une création étatique, tout l'État central va au contraire lutter de toutes ses forces pour ne pas permettre que le modèle se réadapte au plus près. On a parlé de la médecine, mais par exemple l'enseignement, c'est pareil. Oui. L'enseignement, il serait normal que dans le fond, les parents aient leur mot à dire, qu'ils soient beaucoup plus proches. Et donc on a créé une espèce de monstre qui ne marche plus. Enfin, qui réussit aujourd'hui, comme le disait Brigelli, je crois que c'était lui, la fabrique de crétins. Quand on est devenu, et la plupart des parents doivent être désolés de voir que leurs enfants vont dans une fabrique de crétins, quoi. Alors là, il s'est passé quand même quelque chose simple d'exécution. Alors moi, je suis contente parce que mes filles, enfin ma dernière, est passée Rasibus avant qu'il ne change à l'époque le tronc, l'espèce de tronc commun. C'est-à-dire, ils ont dit à l'époque sous Blanquer, on va sortir les mathématiques de l'enseignement commun.
Sauf que les gens qui voulaient aller vers médecine étaient bien obligés de conserver biologie, physique et mathématiques, puisqu'ils ont besoin des 3 pour le concours de médecine. Or, on leur disait... Ah non, vous pouvez en conserver que 2 sur 3. Donc, inéluctablement, en général, ils enlevaient physique, ils gardaient biologie, mais du coup, ils ramaient ensuite en physique, ou certains conservaient physique, enfin bon. Et au bout là de 2 ans, 3 ans, ils se sont rendus compte que c'était complètement crétin, et même par rapport aux concours internationaux, parce que dans les concours internationaux aussi, donc là, ils ont rétabli les mathématiques en disant et pareil pour les écoles de commerce, tu as quand même besoin d'un certain niveau de mathématiques parce que tu dois faire un peu de statistique, un peu de proba. Donc oui. Il faut savoir faire une règle de 3, quoi. Non, voilà, même si on ne sait pas combien de mètres dans un hectare et que ça te permet d'arriver à Bercy, mais pour les autres, en général, on te demande globalement de faire une abscisse, une ordonnée, de savoir à peu près, mettre les trucs sur un... Non, mais c'était une question importante, cette espèce de distanciation qui se passe entre... on embauche des gars qui vous font une usine à gaz absolument remarquable. Cette usine à gaz ne marche pas du tout. Et il faut attendre, je ne sais pas combien de temps, 3, 4, 5, 10 ans avant qu'on se rende compte des dégâts qu'elle fait. Regarde par exemple quand Juppé avait mis le numerus clausus sur le nombre de médecins qu'on allait former en France. C'est maintenant, c'est-à-dire 25 ans après, qu'on en paye le prix parce qu'il y a des déserts médicaux partout. Alors, il y a des déserts médicaux et il y a pratiquement... alors, j'ai vu que, par exemple, l'accès aux gynécologues devenait de plus en plus difficile pour les femmes. Pardon, j'emploie le terme de femme, ce qui est un peu réducteur. Et les gynécologues pour hommes, alors ? Non, mais il en existe, figure-toi. Mais, sans blague. Mais bien sûr, tu sais que... Alors, j'ai lu... Il n'y a pas de gynécologue pour hommes, quand même. Mais bien sûr que si. Alors déjà, tu peux aller voir un gynécologue. D'abord, tu peux avoir des trucs sur le zboob. Oui, non, mais ça, c'est pas un gynécologue qui va s'en occuper. Si, c'est des dermato-gynécos. Ça arrive d'avoir des... oui, d'accord, ok. Si, ça arrive. C'est pas vraiment un gynécologue, quoi. Et puis ensuite, il y a les problèmes de fertilité. Tu sais que depuis 1976, je blâme beaucoup les pantalons moulants, mais blague à part, la mobilité des spermatozoïdes a décru de la moitié. Si ça devait réapparaître, on arriverait à un seuil d'infertilité. C'est-à-dire si on perdait encore la moitié de la mobilité sur la moitié de la mobilité, on arriverait à un seuil. Et là, on est à un seuil qui déjà est pas génial en termes de mobilité des spermatozoïdes. Tu veux dire que les écolos vont maintenant se battre pour éviter la disparition de l'espèce humaine ? Il paraît qu'on est trop sur la Terre, que veux-tu ? Quelle ânerie. Le seul homme qui n'a jamais été en trop sur la Terre, c'est Malthus. Il n'y en a jamais eu d'autre. Alors, revenons à un sujet qui va moins nous fâcher, mais je voudrais finir le sujet sur la bourse. Que penses-tu des actions à dividendes versus les compagnies qui ne distribuent pas pour réinvestir ? Ah, ça c'est un vieux truc. Bon. Si tu es actionnaire, tu es propriétaire de la boîte. C'est toi qui es le propriétaire. Alors, il n'y a que 2 possibilités. Ou bien la boîte peut réinvestir le capital que tu lui as confié à un taux de croissance qui est plus élevé que celui que tu obtiendrais toi. Oui. Et que l'inflation. Et que l'inflation, comme par exemple en choisissant mes 10 actions, tu vois, je shoot pour un 6% réel. S'il y a une boîte qui croit, parce qu'elle est dans le bon secteur, au bon moment, c'est Total, au moment où il y a un pic énergie. De 10, 12, 15, 20%, par an, à ce moment-là, tu te dis, mais je suis complètement crétin de me faire distribuer des dividendes. Oui, le mieux, c'est que je lui laisse et qu'elle me fasse du 18. Voilà, c'est ça. Et donc, les boîtes qui distribuent des dividendes, en principe, sont des boîtes qui ont la rentabilité moyenne du capital. Les boîtes qui ne distribuent pas de dividendes, ça veut dire qu'ils réinvestissent beaucoup plus élevé. Donc, on appelle les premiers des valeurs de croissance et les deuxièmes des valeurs normales, quoi. Le problème, c'est s'il y a des gens qui, pour des raisons X, Y ou Z, disent non, je ne vais pas vous distribuer de dividendes, mais moi, je sais comment réinvestir. Et par exemple, dans la sidérurgie, dans les années 60, et je vais réinvestir, mais dans la sidérurgie, parce que c'est tout ce que je sais faire. Et donc, là, ils te plantent complètement. Ils te prennent ton pognon. Oui. Et c'est là où, en principe, il faut faire une OPA sur la boîte et virer le dirigeant, le conseil d'administration. Donc, il faut bien voir que, en bonne théorie économique, si l'entreprise à qui tu as confié du capital gagne plus en réinvestissant dans ses affaires que ce que tu pourrais faire toi en diversifiant, bien sûr qu'il faut lui laisser. Donc, c'est parfaitement normal.
Mais souvent... Il n'y a pas de différence entre la valeur de la société doit incorporer en bourse le fait qu'elle ne distribue pas de dividendes. Et voilà. Mais ça veut dire qu'elle sera très chère. En principe, ces sociétés-là sont très chères parce qu'elles réinvestissent à un taux très au-dessus. Il faut bien que les gens se rendent compte que tu as deux paramètres dans la gestion d'une société. Tu as d'un côté la croissance des bénéfices. Bon, tu vois, tu crois de 10% par an, allez, la croissance, et de l'autre, tu as la rentabilité du capital aujourd'hui. Et prends une société comme Amazon, elle avait une rentabilité très faible, parce qu'elle investissait comme une malade, mais elle avait une croissance des bénéfices extraordinairement forte. Ben, tu ne demandes pas à Amazon de distribuer des dividendes. Mais par contre, si tu as une société qui a une rentabilité tout à fait médiocre, je veux dire une rentabilité très forte et aucune croissance de ses bénéfices, tu lui dis, filez-moi mon pognon, rendez-le-moi. Donc, il faut bien que les gens se mettent dans la tête qu'il y a deux variables, la croissance des bénéfices et la rentabilité immédiate du capital. Et c'est le but dans son portefeuille, etc., c'est d'optimiser le meilleur des deux, quoi, tu vois. Et donc, voilà, donc, une société qui ne distribue pas de dividendes, c'est pas du tout qu'ils sont en train d'essayer de voler les actionnaires, c'est qu'ils ont une croissance de leurs bénéfices très forte. Et ils font mieux que l'actionnaire tout seul. Voilà. Mais alors, pourquoi des sociétés comme LVMH, qui sont en pleine croissance, ou Total aussi, à cause du coût de l'énergie, distribuent autant ? Alors ça, c'est autre chose, c'est que quand j'étais... Parce que là, il y a eu effectivement moultes articles, pardon de te couper, mais justement expliquant que c'était scandaleux. En plus, j'ai envie de dire, c'est horrible de leur part de distribuer autant, parce que ça attire l'attention dans une époque où les gens sont très prudes face à ça. Mais bouge pas, il ne faut pas oublier que ces sociétés sont détenues par des fonds de pension, des familles, etc., qui comptent sur les dividendes pour vivre. Donc, quand j'étais au conseil d'administration de SCOR, je suis resté 5 ou 6 ans, et j'étais très impressionné par... la gestion de Denis Kessler. De Denis Kessler, qui était un des types les plus étonnants que j'ai rencontrés. C'est marrant parce que, pardon de te couper, mais dans l'émission Les Bâtisseurs, à un moment, il t'a demandé quel est l'entrepreneur que vous respectez beaucoup, et Denis t'es pas venu. Et je me suis dit, c'est dommage, pourquoi tu as dû avoir un trou à ce moment-là, parce que ça venait vraiment bien, et je m'attendais à ce que tu dises Denis Kessler, qui a quand même repris une boîte, remonté. Pas du tout, je ne mets pas de brosse à relure, c'est juste qu'en général, c'est ce que tu penses. Oui, donc, non, mais d'ailleurs, je l'ai remercié quand j'ai été viré du conseil. Pour cause de vieillosité. Et de sexe, puisque j'étais malheureusement un homme, donc on avait besoin de prendre un certain nombre de femmes. Non, cela dit, c'est bien de dire à 70 ans, c'est des statuts, voilà. C'est les statuts, je m'en vais. C'est la vie. Mais il disait, alors la raison pour laquelle il maintenait une espèce d'équilibre, il disait, les gens ont besoin de revenus. Et donc, moi, je considère que même si j'ai un taux de croissance assez fort, je dois aussi prendre leurs besoins d'aujourd'hui en compte. Le fait qu'on sera beaucoup plus riche dans 25 ans, dans le fond, c'est pas mon problème. Donc, il faut que je trouve une espèce d'équilibre. Il avait établi une règle sur les bénéfices qu'on gagne. Il y en a tant qui vont aux dividendes, tant qu'on met en réserve, etc. Et donc, ça permettait de... presque une démarche holistique. Non, il prenait en compte le fait que ces actionnaires aimaient bien avoir des dividendes et aimaient bien avoir des dividendes qui montaient chaque année. Mm-hmm. Ils trouvaient ça bien. Pas qu'ils montaient chaque année. Il y avait des années où ça montait pas quand ça allait pas, mais dès que ça allait bien. Donc, il était vraiment... Et il y avait une grosse partie des actionnaires qui étaient aussi des gens qui travaillaient dans la boîte. Oui, parce que tu as évidemment des intéressements. Et c'est logique, d'ailleurs. En plus, beaucoup des gens de la boîte, ayant confiance en Kessler, avaient acheté des actions avec leurs épargnes. Oui. C'est-à-dire comme ils voyaient que c'était bien géré et que ça marchait bien, ils se disaient, je serais un peu couillon de ne pas essayer de participer. Il ne faut pas oublier que dans le truc de Total, par exemple, je crois que 7% des actionnaires de Total sont des gens qui bossent dans Total. Mais il y a une expression en anglais qui est de mettre son argent là où on a sa bouche. Voilà. Put your money where your mouth is. Voilà, et donc là, c'était un vote de confiance que faisait le personnel à Kessler. Et je trouve que c'est, en effet, une société d'assurance, tu ne peux pas t'attendre à ce que ça fasse un truc de société d'informatique qui croît de 60% par an. Non, c'est pas disruptif. C'est pas disruptif, c'est pas ça. Donc, mais tu ne vas pas perdre non plus d'un coup la FTX. Non, tu vas pas, c'est parfaitement. Et alors, tu vois très bien que, tu vois par exemple que des gens comme Air Liquide, toujours. Vous avez le droit de boire un shot. Milton Friedman arrive. Non, pas encore. Mais ça pourrait arriver. Mais
Air Liquide, si quelqu'un est resté actionnaire chez eux pendant 3 ans sans bouger, etc., il a un dividende spécial en plus. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose qui est important, c'est la stabilité de l'actionnariat. Et puis s'il y a un type qui arrive, qui décide de faire une opération sur la boîte, de la virer, et puis de prendre tout le pognon, et puis de se barrer avec, et puis de foutre la boîte en l'air, comme ça arrive très souvent, ben, la stabilité, parce que c'est à ce moment-là que les gars qui possèdent la boîte voteront. Et le capital d'Air Liquide est extraordinairement dispersé. Normalement, il pourrait y avoir une OPA. Mais il n'y en a jamais, parce qu'on sait très bien qu'il y a tous ces anciens actionnaires qui y sont depuis 150 ans, qui diraient qu'il n'en est pas question, qui voteraient contre. Oui. Si donc, ce n'est pas cassé, ne le changez pas. Donc l'idée du dividende, c'est de créer un lien entre la gestion et les gérants et les actionnaires. Et c'est un lien où que les actionnaires comprennent bien comment ils seront traités, quoi. Parce que, encore une fois, il faut savoir qu'à cause de ces traitements rapides des transactions par les ordinateurs, je crois que la détention moyenne d'une action aujourd'hui aux États-Unis, c'est 3 minutes. Ah oui, ça va aussi vite que ça? Mais parce qu'il y a des fous qui font des tradings hyper rapides. Donc, pour toi, gérant de la boîte, c'est terriblement gênant d'avoir tous ces gars qui rentrent, qui sortent. Tu connais pas ton... Tu connais pas, tu sais. Donc là, au moins... Tu sais qu'il y a des quelques fous qui vont travailler sur 5% de ton capital, qui vont se l'échanger comme des malades, mais tu sais que tu as des gens derrière toi qui sont solides, qui sont sérieux, qui travaillent et qui t'apportent. Donc, tous les gens qui disent qu'il ne faut pas payer de dividendes, ça veut dire un truc, on revient à la même idée que les taux d'intérêt zéro, c'est que l'épargne, c'est pas bien. Mais si, mettons Total et Score prennent mon épargne, la font monter dans le temps, j'aurai plus d'argent à investir, et mes enfants aussi, plus tard, et donc notre niveau de vie me montera. Mais s'ils ne me distribuent pas de dividendes, ben, je vais me retrouver avec quelque chose dont je ne sais pas ce que ça vaudra, et puis je me retrouverai sans augmentation de la valeur de l'épargne. Donc, quand j'entends un type dire c'est du revenu passif, ben oui, mon grand, c'est du revenu passif, mais l'acte d'épargne est un acte d'actif. Je suis en train d'essayer de me bâtir des actifs. Donc, oui, je vais le gagner par des revenus passifs, mais la valeur travail, c'est zéro. Tu vois ce que je veux dire? Ce que j'essaie de dire, c'est que tous ceux qui ont fondé un système sur la valeur, où la seule chose qui avait de la valeur, c'était le travail, ben ça nous amène... Moi, je ne vois pas ça comme un acte passif. Je vois ça comme, quelque part, l'achat d'un droit de jouissance différé. C'est-à-dire, tu t'es privé quelque part du plaisir de t'acheter une nouvelle voiture ou de t'acheter, j'en sais rien, des chaussures. C'est comme l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation, si tu réfléchis, tu mets des enfants dans les écoles, ils pourraient travailler à 12 ans, allez, non, ils continuent à apprendre, etc. Donc, l'éducation, c'est l'acte d'investissement le plus important dans une société. Ben, ça dépend aussi du fait que la société peut payer des gens pendant 7 ou 8 ans à ne pas travailler. Et ça vient de l'épargne des précédents, et le fait que Total et Score aient gagné de l'argent. Donc, c'est curieux comme les gens pensent qu'il y a celui qui gagne de l'argent sur son épargne, c'est quand même un type qui est très douteux. Alors ça, c'est quelque chose dont on a souvent discuté, mais c'est le prisme, quelque part gauchisant, qui a tendance à penser que la création de valeur, de richesse, n'interviendrait que par le facteur travail. Voilà, et donc, complètement idiot. Comme ils ne donnent de valeur qu'à la création de travail, ils vont dire, si ces entreprises ont gagné de l'argent, cela doit être distribué aux salariés. Et c'est nier la composante capitale, Et ce qui est rare, c'est pas le travail, c'est le capital. Hein. Il faut bien le rémunérer. Et que, quelque part aussi, et la fonction chef d'entreprise, qui rentre aussi... Qui les met les deux en face à face. Qui met les deux en face à face, et qui prend à un instant T, sur lui, le risque de cette jonction, avec les pertes que ça peut engendrer, et l'immense croissance aussi. Voilà, mais il ne faut pas oublier que le chef d'entreprise, dans son ensemble, il est révocable ad nutum. C'est-à-dire qu'il peut perdre son boulot d'un jour à l'autre, et qu'il n'a pas droit aux allocations chômage. Donc, le chef d'entreprise vit dans le risque de l'échec. Bon. Voilà. Et ça, c'est un prix. Et ça a un prix énorme. Et pour revenir sur Total, parce que ça va me faire la transition sur l'autre question sur l'énergie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi y a-t-il ces dividendes aussi aujourd'hui? C'est parce que nos gouvernements n'ont pas anticipé l'énorme croissance du coût de l'énergie qui est actuelle, qui va continuer probablement. Et avec la crise en Ukraine, ces entreprises, sans qu'elles ne fassent rien effectivement, ont vu leurs bénéfices croître. Et ça va continuer puisqu'il n'y a aucune recherche sur justement la recherche d'hydrocarbures. Non, et que tout ce qu'on nous avait présenté, il y a eu donc
je crois, 1000 milliards de dollars investis dans les moulins à vent et les miroirs magiques, là, qui ont rajouté 0 de capacité, quasiment. Et je voudrais dire autre chose aussi, puisque tu as parlé de Milton Friedman, tiens, ce que disait... One shot. faut pas parler... Il faut regarder l'émission le soir. Hein, parce que faut pas regarder. Mais Milton Friedman avait une très bonne phrase quand quelqu'un lui disait ce genre de choses. Il disait, écoutez, on va regarder dans l'histoire, montrez-moi un seul exemple d'une hausse du niveau de vie des plus démunis qui n'ait pas été dans un système capitaliste. Il n'y en a jamais eu. Les seuls endroits où il y a eu des hausses du niveau de vie des pauvres, ça a été dans les systèmes capitalistes. Jamais ailleurs. Donc, quand les gens vouent hégémonie le capitalisme, ils ne seraient pas là où ils sont s'il n'y avait pas eu le capitalisme. Donc, cette espèce de malédiction de principe sur le capitalisme est complètement incompréhensible. Je crois que... Tu peux penser à toi, un pays qui a eu une hausse du niveau de vie autrement que par le capitalisme? Je n'en connais pas. C'est... Alors, on te demande, bonjour et merci pour vos précieuses analyses. Il y a eu une grosse hausse du pétrole avec le commencement de la guerre en Ukraine, $140 environ, et un prix au litre autour de 2 €. On se retrouve aujourd'hui avec la suppression du bouclier tarifaire, un baril autour de $90, et je crois que malheureusement on va assister à une hausse du prix au litre qui est toujours autour de 2 €. Est-ce que le prix va redescendre? Ou au contraire, allons-nous nous faire tondre comme des moutons avec un prix qui ne redescendra pas et qui pourrait même augmenter, ce que je pense? Le même processus avait eu lieu en 2008. Si tel est le cas, que pouvons-nous faire? Que pensez-vous du rebond actuel des marchés? Voilà. Ça, c'est la deuxième question. On va rester sur l'énergie. On va rester sur l'énergie. Alors, la chose, c'est qu'il faut savoir que je crois que 75% du prix du litre d'essence, c'est des taxes. Oui. Bon. Et ils ont même inventé, je crois, des taxes sur les taxes. Ça ne m'étonnerait pas. Non, mais je sais que dans le la contribution volontaire obligatoire. La contribution volontaire, ils ont mis donc des taxes sur les taxes. Bon. Donc, il est tout à fait évident que si le prix des 25% qui sont le prix de l'énergie là pour l'instant, elle est double, ça veut dire que et ces taxes sont en proportion du prix, pas absolue, c'est-à-dire qu'on met pas un euro de taxe sur puis ça reste 1 euro. C'est-à-dire on va mettre 75% de la valeur ajoutée. Mais plus la valeur ajoutée monte, plus la taxe monte en pourcentage. Donc, le plus grand gagnant de la hausse des prix du pétrole, c'est, encore une fois, l'État. C'est pas Total. Parce que Total, il s'est donné du mal pour le trouver. L'État, il a rien fait. Donc, qu'est-ce que ça... Donc, oui, c'est tout à fait évident que, compte tenu du fait qu'on est en quasi-faillite, l'État va essayer de faire monter les prix de l'énergie parce que c'est... oui, il touche. Il touche un max. Je touche, tu touches, il touche, tu touches. C'est la vieille blague. Je touche, tu touches. Voilà. Voilà, mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement, le prix de l'énergie va devenir de plus en plus cher. Et on revient à quelque chose qu'on a souvent dit ici, c'est que les gens qui nous gouvernent trouvent que, dans le fond, vous et moi, le peuple, bouge beaucoup trop. Oui, alors, oui. Donc il faut quand même l'empêcher de bouger. Et comment l'empêcher de bouger? Il faut quand même le type qui fume des clopes et qui roule au diesel, il nous emmerde à prendre sa voiture et à faire de la pollution. Donc le plus simple, c'est qu'on lui mette le prix de l'essence à un niveau où il ne pourra plus bouger du tout. Donc ils veulent nous rattacher à la glèbe, comme les paysans du Maine. Cette semaine, c'est drôle que tu en parles, mais bonne transition aussi. BFM nous a quand même fait un scénario. Qu'arriverait-il, et comme ce serait bien quelque part, si on instaurait un passe carbone? Tiens donc. Ah ben on y vient. On y vient, celui-là, c'est un petit moment. D'ailleurs, on a déjà dans notre téléphone le truc, on activera, on mettra passe carbone et puis comme ça. Voilà, pour voir notre empreinte. L'étape suivante, c'est ce qu'il y a en Chine, c'est on suit tous les déplacements que vous faites et si vous n'êtes pas un bon citoyen ou n'importe quoi, on dit vous bougez trop, donc vous allez voir votre grand-mère là à Nankin, non, c'est fini, maintenant vous avez... Donc, il est évident qu'ils veulent contrôler nos mouvements. Ils veulent contrôler pour ça l'énergie, et puis ils vont aller vers la monnaie.
ils vont essayer de contrôler la monnaie, c'est-à-dire de passer à une monnaie complètement électronique, qui permettra de suivre où tu vas, mais seconde par semaine. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses de ces monnaies électroniques, de cet euro électronique Mais c'est pour mieux nous contrôler, mon enfant. Et donc la disparition du cash, qui va être de plus en plus dans les pays nordiques. Qui va être. Est-ce que c'est pas une atteinte au droit de propriété? C'est une atteinte, en principe, si tu veux, c'est... Non, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va réinventer des monnaies alternatives. Voilà. C'est-à-dire que tu vas commencer à faire du trading... qui ne seront pas vraiment des monnaies, qui seront des instruments d'échange. D'abord, on va avoir retour au troc, pour faire nos blagues. C'est-à-dire, quand j'étais enfant, si tu veux, très souvent, le médecin du village, avant qu'il ait de la sécu, etc. Il avait 2 poulets. On lui amenait 2 poulets, on lui amenait un gigot, et puis on l'invitait au baptême du petit, donc c'était... On va retourner vers des choses comme ça, quoi. Mais si tu vis dans un HLM et que tu dois payer le médecin avec 2 poulets ou un gigot, c'était plus facile quand tu étais paysan. Ouais. C'est pas facile. Donc il va falloir recréer des choses. Mais je veux dire par là, on sent de la part de cette classe au pouvoir un désir de contrôler nos mouvements et nos dépenses qui dépassent l'entendement. Parce que je vois pas quel est l'intérêt de le faire ça. C'est-à-dire, je vois très bien pour nous coincer, mais je ne vois pas en quoi ce serait pour eux puissent nous coincer. Et je sais pas, imagine que j'entretienne 3 maîtresses et que le fisc le découvre quand tous ces paiements, ça leur donne un petit moyen d'action, moi, quoi. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que quand même, il faut bien se rendre compte que derrière ça... Encore qu'il doit y avoir une jurisprudence, à mon avis, bien française. Oui, mais je suis bien certain que si tu es au pouvoir, tu peux en avoir 10, personne ne dira rien. Mais si tu es dans l'opposition, ce sera comme aux États-Unis avec les Républicains. On te tapera dessus comme un fou, mais... T'as vu que cette semaine, on a découvert qu'Éric Ciotti, le Canard enchaîné a expliqué qu'Éric Ciotti avait rémunéré sa femme pour des emplois. C'est marrant, ils apprendront jamais. Hein. Oui, non. Mais non, mais c'est-à-dire que... Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve toujours que c'est des gens de droite qui ont fait ça. Les gens de gauche, ils ne l'ont jamais fait. Je trouve ça d'ailleurs très forte à propos, petit caveat, mais l'histoire de Pannier-Runacher. Là, ils viennent de découvrir qu'il y avait potentiellement un conflit d'intérêts avec son père. Donc ils l'ont dit, oui, alors elle n'aura plus le droit de traiter ces dossiers. Il me semble personnellement en tant qu'avocat, que ce conflit d'intérêts était préexistant et aurait dû être... À la nomination, et aurait dû être considéré bien en amont, et jamais, au grand jamais, cette femme dont le mari est dont elle divorce est chez Engie, n'aurait dû être nommée à ce poste. Il y a tous les conflits d'intérêts possibles de la Terre. On a nommé à ce poste une femme dont le mari était à Engie et le papa était dans tous les trucs pétroliers en Afrique. Et elle est chargée de réglementer tout ça. Vous vous dites, c'est comme qu'on fait les clés de la cave au sommelier alcoolique, quoi. On aurait cherché en France la personne la plus inapte à ce job, on n'aurait pas trouvé. Mais t'es là dans un poste, je sais pas, à la santé, à l'alimentaire, aux juridictions, au Quai d'Orsay, ce que vous voulez. Mais certes pas la question énergétique, enfin. Non, parce qu'elle vous faites exprès. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle prenait sans doute des décisions qui étaient favorables à son papa et à son mari. Non, mais il faut mettre Jean-Luc Lahaye, ministre de la question de l'enfant, tu vois. Je sais pas, allons-y. Allons-y, mais c'est ça. Non, mais c'est un vrai problème, c'est qu'on donne des pouvoirs extraordinaires, sans aucun contrôle, à des gens. C'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence. Alors, une question de la part d'amis canadiens, québécois, qui ne comprennent pas pourquoi, quelque part, un certain protectionnisme dans un monde aussi fragile que le nôtre ne serait pas une bonne chose par les temps qui courent. C'est une question sur laquelle j'ai réfléchi. Parce qu'évidemment, en tant que libéral, conservateur, le protectionnisme, on est contre. Mais il est vrai que quand on voit les façons de faire de la Chine, le monde dans lequel on vit avec cette fragilité extrême que nous apporte ce rapport à l'énergie et aux matières premières chinoises... Moi, si tu veux, je vais essayer d'y répondre, comme d'habitude, en bottant en touche sur les questions difficiles, mais je vais essayer de répondre ça. C'est, je veux dire, dans le fond, de quoi ont besoin les gens les plus pauvres ? Nourriture, éducation, énergie et logement. C'est vraiment les 3 trucs. Et donc, que l'État
comme l'avaient fait à un moment De Gaulle et Pompidou, est une politique énergétique pour stabiliser le coût de l'énergie pour les petits gens, même si ça amène un certain protectionnisme, favoriser EDF, ça me paraît pas idiot. Tu parles, ils sont en train de le démanteler surtout. Mais maintenant, parce qu'ils sont dans l'autre camp. Oui. Et la politique agricole commune, une autre calamité de l'Europe, a ruiné l'agriculture française. Et tu passes la frontière, tu vois en Suisse, ils ont une politique protectionniste vis-à-vis de leurs producteurs de nourriture, parce qu'ils se disent, si le monde part en dig-dig, on doit avoir la production de nourriture sur place, quoi. C'est une autonomie. Une autonomie. Je pense que pour un pays, se penser souverain, c'est se penser autonome. Mais les deux autonomies les plus importantes, c'est la bouffe et l'énergie. Et donc, je vois pas pourquoi on devrait d'un seul coup expliquer qu'il faut bouffer des cerises qui viennent du Chili et pas celles qui sont sur la montagne noire, ou je ne sais pas. Donc là, il y a une vraie question qui est celle que soulève Nassim Taleb avec la fragilité et l'antifragilité. C'est-à-dire que si tu es prospère, etc., tu peux prendre de risque de la fragilité. Mais quand tu es tout en bas et que tu es un petit gars, tu peux pas prendre de risque de la fragilité sur l'énergie et la bouffe. Tu vois, c'est parce que ça te fout ta vie en l'air complètement. Donc, il me semble qu'une politique protectionniste est envisageable pour protéger, justement, ceux qui sont tout en bas. Ça me paraît sur la bouffe et l'énergie, moi, je vois pas pourquoi. D'ailleurs, c'est quelque chose... J'étais allée à une conférence de Christian de Saint-Étienne il y a des années, 8-10 ans, et il avait eu cette réflexion en disant, une des choses qu'on ne mesure pas, mais qui a véritablement changé dans les 50 dernières années, c'est de ne plus avoir froid. Oui. De ne plus avoir faim, même la nuit. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai pas connu cette époque-là. Moi, j'ai connu. Toi, tu as connu, mais des chauffages que tu étais obligé de rallumer. Donc, en fait, à 4 heures du matin, tu te pelais le jonc. Oui, absolument. Et tu étais obligé d'aller remettre une bûche. Ou d'aller remettre... Tout le monde, tu entendais les gens qui, par exemple, si tu étais dans un dortoir, tu entendais des gens qui commençaient à grogner, tirer la couverture, ils bougeaient, tu vois, parce qu'il avait froid. Oui. Tu mettais un poêle à bois, il y a 9h du soir, il marchait, puis il marchait 4 à 5 heures du matin. Et d'ailleurs, quand tu regardes les photos, on n'a plus du tout des gueules comme on avait, pourtant les gens mouraient plus jeunes, mais tu regardes des photos des gens des années 30, 40, 50, les gens ont des visages à 40 ans marqués, beaucoup plus marqués. Parce qu'ils vivaient à l'extérieur. Ils vivaient à l'extérieur avec du froid, avec des choses beaucoup plus impactantes. Tout à fait. Donc je crois qu'en effet, et on retrouve les théories de Rawls, ce philosophe américain que j'aime bien, qui dit que une société juste... John Rawls. John Rawls. Une société juste est une société dans laquelle le sort des plus défavorisés s'améliore. Bien sûr. Même si les gens au-dessus gagnent beaucoup plus, etc., il faut que les plus pauvres aient un sentiment d'amélioration. Et depuis 20 ans, on se rend bien compte que dans nos sociétés, les plus pauvres sont ceux qui en dégustent le plus. Mm-hmm. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est une conséquence justement à la fois d'une libération et d'une contrainte qu'on a mise sur la bouffe, sur l'énergie, etc., qui sont les postes qui les impactent le plus. Donc moi, il me semble qu'il faut dire, écoutez, en ce qui concerne l'énergie, on va se mettre au nucléaire et basta. Et en ce qui concerne la bouffe, on va essayer de refaire... je lisais un truc d'un maraîcher qui disait, moi, quand j'étais enfant, c'était un vieux monsieur, quand j'étais enfant, on était maraîcher, on avait pas beaucoup de terre, et on faisait 7 à 8 récoltes par an de ce qu'on faisait. Maintenant, on n'en fait plus que 2. Parce qu'il y a tellement de réglementations, de trucs comme ça. Bon. Peut-être il faut retourner aux 7 ou 8 récoltes et qu'on importe moins de légumes d'ailleurs, quoi. Et ça implique effectivement de manger aussi les produits de saison, c'est-à-dire pas forcément des tomates toute l'année, et manger un peu plus de choux, de choux-fleurs. Vous savez, le plus gros producteur de tomates au monde, je crois que c'est la Hollande. C'est la Hollande, ouais, elles sont dégueulasses et farineuses. Elles sont dégueulasses, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des espèces d'immenses usines qui s'étaient chauffées au gaz pour... c'est bien pour ça que les tomates ont augmenté, elles ont pratiquement doublé, parce que pour l'instant on avait de la tomate d'été, mais après c'est chauffé en serre, et le coût de l'énergie étant scalé, c'est répercuté. Et puis le chauffer en serre, ça ne donne pas une bonne tomate. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une espèce de réflexion. C'est un peu ce qu'ont fait les Japonais quand même. Bon, si, parce que les Japonais, ils laissent rentrer des trucs, mais pas tellement que ça. Et surtout, quand vous allez au Japon,
et que vous bouffez une pomme, ou que vous bouffez une poire, ou que vous bouffez un bout de viande, ça coûte la peau des fesses, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est-à-dire, c'est fait, je dirais, à la main, par un paysan japonais quelque part. Donc ces espèces de... Je me demande si tous ces progrès qui ont été faits dans la productivité agricole, c'était pas un peu un leurre. Le poulet, si tu veux, il est devenu dégueulasse. Moi, quand j'étais enfant, on bouffait des poulets dans le Gers qui avaient des cuisses longues comme ça parce qu'il fallait qu'ils échappent au renard, quoi. Oui, mais tu vois, le problème, c'est que quelque part, ça redemande une éducation. C'est-à-dire qu'autrefois, tu consacrais peut-être, on va dire, 20 à 30% de ton avoir à ton alimentation. Oui, oui. Aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts à mettre ça. Aussi, pourquoi ? Parce que les loyers sont devenus complètement indécents. Donc aussi la part disponible à l'alimentation, les gens ne peuvent plus, sinon ils peuvent plus se nourrir. Ils s'achètent des saloperies qui ont été faites en usine avec des produits. Oui, mais parce que aussi les femmes cuisinent plus. Mais les femmes cuisinent plus parce qu'elles sont obligées de travailler, parce que si tu es en agglomération, tu as besoin des 2 loyers pour payer. C'est un des trucs qu'on n'a pas dit, mais à partir du moment où les femmes ont commencé à travailler, dans les années 60, 70, 80, là, il y a eu une arrivée des femmes massives sur le marché du travail, ce qui était très bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, le prix du travail a baissé. Comme, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que puis il y avait beaucoup plus de gens qui étaient prêts à travailler, on les payait moins. C'est comme de faire venir des travailleurs immigrés, du coup, pouf. Oui, tu veux dire l'offre et la demande. L'offre et la demande. Et donc, autrefois, un homme, ça suffisait à faire vivre une famille. Et puis maintenant, t'as un homme et une femme, ça suffit plus. Non, alors attends, il y a 2 choses. Il y a le prix du loyer qui est devenu complètement ridicule dans la part d'un ménage. Ça, c'est simplement parce qu'on a bloqué la construction pour des raisons réglementaires ou n'importe quoi. On ne réussit pas à bâtir. C'est pas possible. Tu vois, c'est ce que dit, je sais plus, le gars qui habite en Bretagne, là, il explique que les réglementations sur la construction sont telles que tu peux pas faire. Mais tu vois, c'est idiot, mais je regardais un film à la télévision, je regarde rarement la télévision, qui s'appelait Diabolomante, et qui se passe... je m'en souviens, celui-là. Oui, voilà, fin des années 70-80. Et alors, tu as quoi ? Tu as un père qui est divorcé, une maman qui travaillote, mais pas tellement, et donc ces 2 filles qui vont dans un lycée dans le 16e, là où ma grand-mère a passé son bachot. Oui. C'est quoi, Paul Claudel, je crois. Oui. Et le papa, et alors tu les vois, il les emmène un moment au sport d'hiver. Et je me dis, tu vois, c'est drôle, on est dans une famille divorcée, voilà, et ils partent au sport d'hiver comme ça, de façon... Et tu sens que ils achètent tout sur place et tout. Je me dis, mais on pourrait plus faire ça à notre époque. C'est des trucs qui sont devenus beaucoup trop chers et ils n'auraient pas cette vie en centre-ville avec un couple divorcé. Je crois que le papa était professeur d'ailleurs. Oui, enfin, tu vois, c'était le pitch était une famille modeste, enfin normale, enfin middle class. C'était pas. Non, je me souviens de ce film, Le Diabolomante, c'était mignon, c'était sympa. Et donc encore une fois, la réponse au protectionnisme, c'est c'est pas une bonne idée, mais on a vu quand les lignes de production sont effondrées, qui étaient devenues tellement efficaces que quand il y en avait un truc qui manquait, on ne pouvait plus rien faire. Donc on a vu ça pendant le Covid. Il y a quand même le gouvernement, c'est de trouver une espèce d'équilibre entre la fragilité et l'antifragilité, c'est-à-dire que là, nos sociétés étaient devenues beaucoup trop fragiles. Beaucoup trop fragile. Et on s'en est rendu compte quand ça nous a pété dans les doigts. C'est comme... venons à un autre truc. La guerre contre les États-Unis et le Japon dans les années 40, pourquoi ça s'est passé ? C'est parce que les Américains ont mis sur les exportations d'énergie vers le Japon un embargo. Et donc, d'un seul coup, les Japonais se sont retrouvés sans énergie. On revient toujours à la même chose. Et ils ont été obligés d'aller attaquer les pays qui avaient de l'énergie pour en avoir eux. Donc, tu vois, il y a des endroits où, à mon avis, on ne peut pas jouer avec sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. L'énergie en est un. C'est ce qu'on voit, en tout cas. Alors, je voudrais juste revenir, parce que là, ça m'a trotté dans la tête à l'histoire des femmes qui travaillent et des hommes. Ça va être le moment Jordan Peterson, mais je pense, si tu veux, que si on fait le choix dans un couple, et ça peut arriver qu'un des 2 travaille et pas l'autre, on doit revenir dans ces cas-là à un système juridique qui protège le conjoint qui ne travaille pas. Parce que le problème, c'est qu'en France aujourd'hui,
les prestations compensatoires et ou les pensions alimentaires pour les enfants sont ridicules. Donc, si tu veux, en tant que femme, ça veut dire que si tu prends la décision d'arrêter de travailler et donc de te mettre pieds et poings liés dans les mains de ton conjoint. De ton conjoint, et que ce dernier décide de faire à 50 ans son démon de midi, tu te retrouves, pardon comme on dit dans le Sud, une main devant, une main derrière. Absolument. Tu perds ton statut social, tu perds ton statut financier, et ça peut arriver dans l'autre sens aussi. Oui. Ça peut arriver que ça soit des hommes qui arrêtent de travailler. J'ai vu ça, je crois que c'était une copine de Kelly, qui avait une très bonne société et dont le mari, sauf qu'aux États-Unis, le conjoint est protégé. Oui. Elle était verte de rage, mais elle a été obligée d'allonger les millions quand son mari qui avait arrêté de travailler pour s'occuper des enfants, en faisant ce choix. Et je trouve ça normal que celui qui met sa vie... Mais tout à fait. Puisque c'est un mouvement de couple, on décide ensemble de faire des enfants. On dit on est une entité économique, on va essayer de bien travailler ensemble et on va essayer d'avancer. Chacun faisant ce qu'il fait le mieux, mais je ne saurais être plus d'accord. C'est quelque part la division du travail avec une optimisation, et celui qui gère les enfants et qui donc n'a pas ses points retraite, n'a pas, et ainsi de suite, ne cotise pas, doit être indemnisé à due hauteur. Je suis tout à fait d'accord. Ça si on voit ça comme un projet de vie. Oui, tout à fait. Oui. Mais ça peut être un projet de vie, oui. Bon, écoutez, sur ces bonnes paroles petersoniennes... Petersoniennes, oui. Pour ceux qui parlent l'anglais, ils peuvent écouter Jordan Peterson, il est quand même très intéressant. Oui, vous le trouvez, il y a des petits TikTok aussi, des petits Instagram. Jordan Peterson donc, est un psychologue, sociologue canadien qui a très bien réfléchi le monde dans lequel on est. On en a parlé il y a 2 émissions parce qu'on parlait de la diète. Que je ne pratique pas, que nous ne pratiquons pas, mais on a beaucoup de respect pour les gens qui le font. On bouffe que de la viande. C'est-à-dire c'est encore plus au-dessus que le régime keto. Lui, il ne mange que du bœuf. Voilà, on est sur au-dessus. Et d'après lui, il a soigné absolument toutes ses maladies en faisant ça. Et je veux bien le croire parce qu'il a l'air fit as a fiddle. Mais voilà. Non, mais et puis c'est un type qui réfléchit sur les problèmes de société, sur le rôle. Non, mais il vaut la peine d'être écouté. Il vaut la peine. Et en tout cas, je ne crois pas qu'il parle français, mais il doit être traduit, il doit y avoir des sous-titres. Son bouquin a été traduit. Oui, son bouquin, je l'ai en français aussi. Voilà, écoutez, merci beaucoup encore de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous aura intéressé, qu'on aura répondu à quelques questions. Il faudra qu'on fasse une émission sur la Suisse parce qu'on nous la demande. Oui, on va faire une émission sur la Suisse. On va faire ça la prochaine fois. Voilà, et donc une émission sur la Suisse en devenir. Et merci infiniment pour tout, et à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires positifs. Voilà, à bientôt, au revoir. Et négatifs aussi, non ? Non, juste sur la coupe de cheveux.